Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver en fait dans notre petite émission de conseil de MJ avec mon comparse Denis. Salut Denis. Salut Fred. Alors, comme d'habitude, hein, on va faire notre petite disclaimer. Hein, on ne fait pas les choses mieux que les autres. On est simplement là pour donner en fait un peu notre expérience de jeu. Hein, C'est ça, peut-être pas notre voilà, avis. tout à fait. Et aujourd'hui, on va aborder en fait un sujet un peu différent, qui est en fait comment les différentes techniques pour ambiancer une table, dans le sens l'améliorer, quoi, donner un peu une amélioration du jeu au niveau de ce qu'on peut mettre sur une table pour favoriser l'immersion. Alors, ce que l'on vous propose, c'est qu'on va on va aborder les différentes techniques par les différents sens en fait, hein. Vu, oui, odorat même, enfin bon, bref. Il y a un Kickstarter il y a pas longtemps qui est parti là-dessus, hein, donc ça se fait. Pourquoi pas. Et donc voilà. Je voulais aussi, alors déjà pour commencer, alors Denis, tu le verras pas parce que je vais vous présenter en fait une ou deux photos en fait d'Arnaud de chez Donjouon et Rollon qui fait des ambiances de table absolument extraordinaires. Voilà. Et également, si vous voulez voir aussi sur Facebook, en fait, quelqu'un qui fait des ambiances absolument superbes de ces tables, il y a Christophe Pavillon, que je salue, et qui nous fait des ambiances à la Star Trek ou à la Judge Dredd, ou enfin à peu près à tous les jeux qu'il fait, à mettre une ambiance assez géniale à sa table. Et en costume en plus. Pardon ? Et en costume en plus. Et en costume, c'est vrai. Ça va faire partie de nos différentes possibilités. Alors, on va déjà commencer en fait par la vue. Allez. Alors, la vue, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir déjà des... Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait avec... moi, je fais pas mal. C'est en fait les types d'éclairage. Si tu as des ambiances différentes, avec des couleurs d'ampoules variées, en fonction de ce qui va se passer dans le scénario. Oui, ou de l'ambiance même du jeu en lui-même. Hein. On va faire, je sais pas, un truc spatial par rapport à je ne sais pas quoi d'autre, quelque chose qui se passe dans le désert. On va avoir des ambiances différentes. Et ça, moi, je trouve personnellement, je sais pas ce que tu en penses, Denis, mais moi, je trouve personnellement que ça apporte quand même pas mal de trucs. Alors moi j'aime bien. C'est vrai que ça rajoute, voilà, on est immergé, qu'on est plongé dans l'ambiance de la partie, mais il y a un tout petit bémol. Vas-y. Pour les vieux joueurs comme nous, c'est que Ouais. quand on baisse la lumière, parce que je sais pas, on est dans une scène de nuit, on voit plus nos fiches de perso ou nos notes, tout bêtement. C'est vrai. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même l'utiliser, mais bon, de temps en temps. Alors, il y a une autre possibilité. Est-ce que j'ai... Oh, je sais plus où je l'ai. Je dois avoir ça quelque part. On l'a jamais fait, mais il y a des petites lampes USB qu'on peut en LED qu'on pourrait utiliser pour donner un éclairage sur la feuille de perso, parce que c'est vrai que quand on utilise des ambiances on va dire tamisées, voilà quoi. D'ailleurs en fait moi qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise ceci, qui est relié effectivement à des ampoules de couleurs différentes, hein. On en trouve à peu près n'importe où, ça s'achète à peu près n'importe où. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors quand on baisse l'intensité, on peut avoir ça. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais bon, là j'ai baissé l'intensité. Voilà, on voit plus que mes lunettes, c'est parfait. Voilà. Alors on peut faire des... Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, si je veux faire une ambiance un peu bleutée, voilà, bon, à la cam. Hein. La nuit, ça c'est typique d'une scène voilà, de nuit. Par exemple, une scène de nuit, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ceci, alors là, je sais pas ce qu'on peut... on tape dans le rouge, là, c'est quand on descend dans les enfers. On a des flammes partout autour de nous.
Après, qu'est-ce qu'on a? Bah, alors, il y a différents types d'ampoules avec. Pourquoi j'arrive pas? Ah, voilà. Donc là, on a un peu du. Alors, on peut en mettre. D'ailleurs, j'en ai deux. En fait, on peut en mettre deux différentes. Voilà, là, j'ai un peu de vert, un peu de. Histoire de maintenir un peu, justement, on va dire, une visibilité autour des feuilles de perso, par exemple. Alors, ça se trouve facilement, ce type d'ampoule, avec la Écoute, télécommande qui va avec? moi personnellement, je l'ai trouvé chez Monsieur Amazon. Hein. Bêtement, hein. T'en as. Alors, je sais plus combien c'est l'ampoule. C'est pas si cher que ça, en fait. Hein. Et ils le vendent avec une télécommande. Ouais, donc c'est abordable, en fait. C'est tout à fait abordable. Oui, oui, c'est assez abordable. Donc ça, c'est pour les lumières en elles-mêmes. Ensuite, je vais te montrer, enfin ça tu l'as déjà vu forcément, il y a là, d'ailleurs je vais peut-être remettre un peu de lumière, ce sera mieux, il y a la bougie électrique. Ah, c'est sympa aussi ça. Ça c'est sympa. Hein, d'ailleurs quand on la retourne, en fait la flamme change aussi de... Elle vient vers le bas, c'est assez rigolo. On voit en fait une grosse lueur là, à l'écran, je pense, mais en vrai, c'est vrai que ça simule bien une... Si je mets ma main à côté, on voit que ça, voilà. On voit l'intensité qui varie. Donc c'est pas mal. Hein. Ça aussi, c'est pas mal. Ça se vend par deux, toujours chez Monsieur Amazon. Hein. On peut sûrement en trouver ailleurs, mais bon, j'ai trouvé chez eux. Et ça pour une ambiance en fait un peu de cheminée dans une taverne, je trouve ça nickel. Alors vous êtes au château, attablé avec le vicomte, en train de partager son repas. Par exemple. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un gros avantage hein, par rapport à la vraie bougie, c'est que vous n'allez pas foutre le feu à la baraque. Ouais, ni mettre des traces de cire partout sur votre table. Ce que je fais aussi beaucoup, d'ailleurs, il y en a quand je regarde bien, parce que juste, bah tiens, tu me donnes le... Parce que ça... Bon, les lumières comme ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa, mais ça ne vaudra jamais ce genre de choses. Ah bah oui. Parce que ça, je l'avais utilisé quand j'avais maîtrisé Ravenloft, et très honnêtement, ça pose son ambiance quand même. Hein, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça pose son ambiance. Alors bien sûr... N'ayez pas peur de gratter après la partie hein, sur vos tables. Hein. Non, là, le problème, c'est que effectivement, on a la cire tombe forcément. À moins de mettre une coupelle en dessous, mais bon, c'est moins intéressant. Mais alors, par contre, effectivement, là, on a quand même le coût des bougies, hein, parce que je me suis aperçu que les bougies qu'on achetait là, bah, elles se consomment plus vite que ce que je pouvais avoir dans mon souvenir, tu vois. Ah, même les bougies, c'est plus que c'était. Hein. Eh oui, mon pauvre monsieur, qu'est-ce que vous voulez. Donc ça, c'est... ouais, ça aussi, ça, Denis, je sais que t'aimes bien, donc effectivement, avec tous ces systèmes d'éclairage, qui, mine de rien, c'est pas grand-chose, hein, en fait, mais... ça, au niveau de l'ambiance, hein, ça rend quand même quelque chose, ça apporte un plus, quoi. Ah oui, ça apporte un vrai plus. Ouais, voilà. Donc, voilà, comme vous avez vu que c'est pas onéreux, hein, donc autant ne pas vous en passer, maître de jeu qui nous écoutait. Alors, au sein d'un club, c'est peut-être un peu plus compliqué, tu sais, parce qu'en général, c'est des grandes salles. Ouais. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vue pour s'immerger? Écoute, après l'éclairage, on sait que de plus en plus, les maîtres de jeu utilisent des vidéoprojecteurs hein, pour animer les parties. Alors, c'est vrai, ouais. Alors, bon, humblement, on ne l'a jamais fait. Non, c'est vrai que ça, on n'a pas pratiqué encore. Alors j'en ai un, des vidéoprojecteurs. Ouais. Alors là, par contre, on va dire que... Là, par contre, tout de suite, tu es obligé d'avoir du matériel. Ah oui, bien sûr, il faut avoir du matériel de qualité, c'est sûr. Puis tu as ce petit côté technique, tu vois, voilà. À moins que tu sois dans un jeu de SF, mais qui risque peut-être de faire sortir de l'ambiance, tu vois, de jouer un rôle contraire. Après, à moins que, alors dans ce cas-là, il faut que ton projo soit quand même relativement camouflé, ce genre de choses, quoi.
Il ne faut pas qu'il soit posé sur la table, quoi, par exemple, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Mais ça implique quand même, derrière, que tu aies un ordinateur. Oui. Mhm. Un ordinateur qui soit relié à ce projo et que tu es préparé à l'avance, que tu es préparé à l'avance ce que tu veux projeter. Ah oui, tout à fait. Donc, on sait déjà que une partie de jeu de rôle, c'est pas toujours simple à préparer, hein, c'est du boulot, donc ça ajoute c'est beaucoup de boulot supplémentaire, tout ça. C'est ça, c'est pas anodin, hein, il faut quand même le savoir. Je pense que moi, c'est tout cet aspect-là qui finalement, je l'ai jamais vraiment pratiqué, jamais essayé, quoi. Peut-être un jour, mais en tout cas, on va dire que je n'ai jamais eu vraiment le truc, quoi. Toi non plus, d'ailleurs. Hein. Jamais testé encore, ni en tant que joueur, ni en tant que maître. Bon, par contre, effectivement, quand on projette une scène sur un écran, tout de suite, ça a son impact, hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense d'ailleurs à Christophe Pavillon, puisqu'on en parlait, qui j'ai vu, en fait, projette dans ses parties de Star Trek carrément des environnements à l'intérieur de l'Enterprise, des couloirs. Donc c'est vrai que, voilà, niveau description, c'est parfait pour le maître de jeu. Hein. Oui, quand il a des scènes aussi, quand tu passes en hyperespace, en warp quelque chose. Donc tout de suite, ça c'est visuel, quoi. Ah oui, carrément. L'impact est immédiat. Ça, c'est pas à négliger parce que je pense qu'il y a quand même des pistes assez intéressantes à mener là-dessus. Alors après, il faut effectivement des choses pour gérer tout ça. Hein. Il va falloir, par exemple, du logiciel. Il va falloir préparer des trucs sur PowerPoint, par exemple. Il va falloir préparer des trucs. Alors sur Roll20, tu sais, c'est le truc qui te permet de jouer à distance, ce qu'on ne fait pas en fait nous. Mais on peut l'utiliser aussi en local, on va dire chez toi, pour projeter en fait des cartes éventuellement. Quoi. Ah ouais. Ça, c'est le vidéoprojecteur. Alors là, on arrive un peu plus dans le théâtral, je vais dire. C'est ça. Ouais. On peut parler des costumes. On peut parler des costumes, bien sûr, des chapeaux, capes, accessoires et compagnie. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans le cosplay non plus complet. Hein, je sais pas, un truc médiéval fantastique, rien un gris-gris, je sais pas quoi, un collier bêtement. Ouais, une couronne, voilà, si tu es censé incarner un roi derrière ton écran, pourquoi pas. Bêtement, bon, là, on va dire que nous maintenant, on est outillés, mais la paire de lunettes pour quelqu'un quelqu'un qui ne met pas de lunettes habituellement, ça peut être un accessoire assez sympa en fait sur le. Oui, des bicycles ou des lorgnons dans un jeu typé, ou tout simplement, ça, regarde, une bonne vieille épée. Un maître de jeu qui brandit une épée pendant une scène de bataille, ça peut le faire. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vrai que oui, tout de suite, ça. T'avais un polo, toi. Oui. Je m'en souviens. Un polo floqué des armes de je ne sais plus qui d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était pas Richard Cœur de Lion. Ça, effectivement, un Aubert de chevalier avec le blason dessus, ouais. Le Dark, effectivement. Eh ben, mine de rien, tout ce genre de choses, ça comment dire, ça fait partie de l'ambiance et c'est pas mal. Et on en parlait encore, on revient sur Christophe, avec ses parties de Star Trek, où lui, il a carrément le costume du capitaine Kirk. Du capitaine. Là, on arrive vraiment dans le costume rouge des films, impressionnant. Hein. C'est vraiment assez impressionnant. Et je pense que du coup, à table, là, t'es vraiment dans l'ambiance. Ah oui, forcément, ça ajoute quelque chose. Hein. C'est plus le maître de jeu qui est là, c'est vraiment le capitaine du vaisseau. Voilà, et tout de suite, ça va tout de suite te donner une certaine ambiance, ça va donner des souvenirs aux joueurs aussi, bêtement. C'est ça. Alors évidemment, les joueurs aussi peuvent se prêter au jeu, ils peuvent venir à des accessoires qui correspondent à leur personnage, pourquoi pas. Alors il y a des thèmes, forcément, qui se prêtent plus facilement que d'autres, on est bien d'accord. Venir en armure, c'est compliqué.
Pardon? Venir en armure, c'est compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Tiens, je vais reposer ça ici parce qu'on va aborder deux, trois choses. Attends, j'ai oublié quelque chose. Là. J'ai un accessoire qui est là-bas. Je voulais aller le chercher. Ah, Bah, tu sais quoi, Denis? Je vais te laisser enchaîner tout seul, là, comme un grand, sur les objets d'ambiance qui sont posés sur la table. eh ben écoute, pourquoi pas. Ok, Je vais chercher ça, moi. allez, on t'attend. Alors effectivement, les objets d'ambiance, donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être en fait généralement des objets qui sont liés à l'histoire. Si vous êtes dans un Cthulhu, vous allez pourquoi pas mettre des livres anciens, des parchemins, des grimoires, des vieux plans, des choses comme ça. Donc alors ça, quelquefois des scénarios les fournissent, mais la plupart du temps, il va falloir les fabriquer vous-même, hein. Donc pour les parchemins, il y a des trucs pour ça. C'est en fait coucher votre papier dans un bac de café, puis après le laisser sécher. Ça vous donne un beau parchemin, par exemple. Vous pouvez mettre aussi des fioles, voilà, des fioles avec des liquides de couleur sur la table, si le scénario s'y prête. Enfin, il y a des tas de choses à positionner. Ça peut être aussi, tout dépend de l'atmosphère. Ça peut être des jumelles, ça peut être, si vous êtes dans un monde moderne, ça peut être pourquoi pas des bijoux. Voilà, Ouais, par exemple, là, tu vois, les livres anciens, un truc, là, tu mets ça. Ouais. Tu mets ça sur la table, simplement un élément de décor. Hein, ou alors, ça peut même représenter un objet du scénario. Hein, Ouais, tout à fait. alors, ça, c'est quelque chose que. C'est à la fois un objet et à la fois une ambiance. C'est ça. Qu'est-ce que c'était, ça? Ça, c'est une alarme. C'est une alarme. Ouais, voilà. Et ça, j'utilise dans Alien. Et mine de rien, Je confirme, ça stresse. Hein. ça stresse effectivement. Au moment où Donc, tu déclenches et que voilà, tu vois cette espèce de couleur qui tourne autour de la tête pendant 15 minutes, tu stresses. alors, on peut avoir un tas de trucs hein, comme ça. On peut avoir, quand on joue dans les années 20 ou quoi, par exemple, bon, tu vois, j'ai un vieil appareil photo, tu le mets sur la table. Derrière, en haut, j'ai des jumelles, j'ai un tas de trucs, un tas de bordel en fait. Alors, ambiancé. il y a des autres trucs où en fait j'utilise justement pour ça parce que en fait c'est des objets à trouver dans le commerce c'est compliqué ou alors c'est c'est des répliques et là tout de suite les répliques c'est très cher en fait. Ouais, des répliques de pistolets, de ce genre de choses. Alors par exemple j'avais celui-là mais celui-là par exemple je l'ai imprimé tu vois avec mon imprimante 3D toi. Ça c'est le flingue de Blade Runner 2049 par exemple. Donc après alors ça c'est pas une impression mais ça c'était un Webley que j'utilisais pour Indiana Jones tu vois. Alors par contre effectivement ça c'est un truc c'est un airsoft mais comme c'est une réplique c'est pas donné donc ce genre de choses c'est un peu ça peut être assez vite onéreux quoi mine de rien. Mais ce genre d'objet tu remarqueras les joueurs adorent les manipuler. Ah oui. Le pistolet sur la table, il finit dans la main d'un joueur, puis il tourne. Hein. Tiens, attends, c'est mal préparé encore cette émission. Ah bravo. Donc voilà, et du coup, il faut encourager les joueurs à les utiliser, à les manipuler, à les prendre près d'eux. Il ne faut pas qu'ils n'osent pas les laisser là sur la table. Ah oui, le petit crâne. Ouais. Alors, ça c'est un tout petit. Alors ça, parce qu'en fait, il y a une mine d'or pour les accessoires de table de jeu de rôle. C'est les magasins d'aquarium. Oui, ou de déguisement de farce et attrape. Tu peux trouver de jolis crânes en plastique. Alors, tu as ça. Et effectivement, dans les aquariums, ambiance vieille ruine, tu trouves absolument tout là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Des épaves, des trucs comme ça, des crânes d'ailleurs. Ouais. Il vient d'un truc d'aquarium, tu vois. Des reliques égyptiennes, etc., etc. Et donc, on a quand même pas mal de possibilités là-dessus. Et alors, je vais revenir sur un truc que j'avais fait quand j'avais maîtrisé la partie de Ravenloft. C'était ça, c'est le château. Ah oui, le château 3D, ouais.
le château le château de jeu, enfin Ravenloft, hein, en fait, voilà. Et ça, tout de suite, tu l'as sur la table, c'est à la fois, en fait une, une aide de jeu. Enfin, c'est à la fois une représentation et c'est à la fois une aide de jeu. Parce que je me suis aperçu que les joueurs, en fait, se représentaient à l'intérieur du château où ils pouvaient être, tu vois. Oui, évidemment, ouais. Et tout de suite, je trouvais que ça donnait un truc vachement sympa, du coup, pour améliorer pour le scénar, quoi. Et donc, moi, c'est des trucs. Alors, on le voit pas très bien, justement. Je suis en train de. Je le vois pas. Non, toi, tu le vois pas, tu le verras au montage. Hein. Voilà. Ouais, bon, c'est pas mal. Bref, et on peut effectivement, du coup, avoir une représentation. Alors, bien entendu, je ne te cacherai pas que ce genre de plaisanterie, ça prend un temps fou à faire en amont. Oui, en plus, je vois que tu l'as peint, ce château. Ah oui, sinon ça ressemble à rien. Un truc en plastique uniforme n'a, à mon sens, pas beaucoup d'intérêt. Mais mine de rien, ouais, ce genre de choses, tout de suite, ça donne une ambiance, ça montre où tu es, quoi. Mais ça rajoute du temps de préparation au maître de jeu, hein, parce que comme tu disais tout à l'heure, une partie, en fait, ça se prépare pas en 10 minutes. Hein, ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc, tout ce que tu rajoutes en termes d'accessoires. Tiens, un autre accessoire à la con, la lampe qui fait Faucon Millennium. Oui. Alors, de lampe, elle a que le nom, hein, parce que ça éclaire que dalle. Il faut être très clair, il doit y avoir 3 LED là-dedans. Voilà. Mais bon, c'est des petits des objets à poser sur la table, et ça, c'est. Alors, moi, je trouve. Oui, vas-y. Justement, il y a plein de choses à trouver dans les magasins de jouets. Voilà, si vous êtes dans une partie de SF, matérialiser le vaisseau de vos joueurs par un jouet, ça c'est super, c'est super. Tout à fait. Et puis il est capable de voler dans la pièce, quoi. Ou alors de la réutilisation de board game. Oui, aussi. Ouais. Je pense à Star Wars, avec les figurines de Star Wars, par exemple, avec les X-Wing versus TIE Fighter, tout ce genre de choses. Et là, quand tu joues à du Star Wars, quand tu les poses sur la table, là, tu les as tout de suite. Quoi, et ça, c'est. Mais oui, après, tu peux avoir les voitures aussi, les petites voitures, les petites bagnoles de jouets. Hein. Ouais, c'est que pour stimuler une course-poursuite, ça peut le faire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est les objets. On va justement venir à la suite. Après, je voudrais qu'on parle un peu de la représentation de l'action. Parce que dans la représentation de l'action, il y a en gros, on va dire, 2 grosses écoles. Quoi. Ouais. Il y a le théâtre de l'esprit. Ce qu'on appelle le théâtre de l'esprit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le théâtre de l'esprit, c'est en gros, il n'y a pas de représentation sur la table. Tout se fait par la description du maître de jeu et puis l'imaginaire des joueurs. J'aime beaucoup l'expression théâtre de l'esprit, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui a trouvé ça, mais c'est vraiment très chouette. Alors, du coup, c'est très flexible. Hein, t'as pas besoin de matériel, t'as pas besoin de figurines, t'as pas besoin de plans ou je ne sais quoi. Pas beaucoup de matériel. Par contre, dans des situations où il y a beaucoup de personnages impliqués, ça peut être un peu confus éventuellement. Ça peut. Je soulignerais que ce mode de jeu, en fait, il va falloir que le maître de jeu s'implique plus. Parce que là, tout va dépendre de ses descriptions, tout va dépendre de son tempo aussi, de la façon dont il parle. Hein, donc voilà, donc il va présenter l'histoire, dont il va... ça va reposer sur ses épaules, comme tu dis. Ouais. Et donc, il y a quand même... Mais bon, en fait, quand il pense, je pense qu'aucun des joueurs à table ne voit la scène de la même manière. Du coup. C'est évident. Ouais. Comme quand tu lis un roman, hein, même si l'auteur a décrit la scène d'une certaine façon, tu vas te le représenter en tant que lecteur avec des variantes.
obligatoirement. Ah, tout à fait, tout à fait. Hein. Tu vas pas te représenter le personnage comme, comme tout le monde, en fait. Hum. Euh, Tu m'amènes presque sur quelque chose que je voulais dire à la fin. Ah. Je vais le dire tout de suite. Allez, vas-y. Allez. Enfin, à la fin de ce petit chapitre. Hum. Ça, par exemple, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Je pense que personne n'avait la même représentation de chacun des personnages quand on a lu les romans et qu'il n'y avait pas les films. Ah oui, évidemment, évidemment. Maintenant, si on parle de Gimli, l'image qu'on a, c'est Gimli du film. Voilà, Aragorn, même principe, c'est Viggo Mortensen. Alors, je trouve que justement, plus le support visuel est détaillé, plus ça réduit l'imaginaire. Mmh. Oui. Oui. On nous impose voilà, la version du personnage, alors que c'est quand même sympa de pouvoir le mettre à sa sauce. Bon, sur un film, quand il est bien réalisé, ça pose pas de problème. Mais à la limite, quand on a sa représentation en figurine, si tu veux, tu vois, par exemple, tu vas mettre... là, on va venir à la suite. Ouais. Justement, on voulait parler des figurines. Donc, alors, je sais pas si tu te rappelles, les premiers trucs, c'était les Dungeon Floor Plans, des boîtes en carton avec des plans à découper, enfin des plans, des couloirs, des pièces à découper. Exactement, tu les découpais à ta guise et tu pouvais assembler ton donjon comme ça. Ouais, il faudra que je retrouve une image parce que je dois encore en avoir quelque part chez moi, mais je ne les ai pas retrouvées. J'en ai aussi quelque part. Et donc, tout avait commencé avec ce genre de choses. Et maintenant, il faut bien dire qu'on arrive à des trucs beaucoup plus détaillés. Alors, je l'avais fait aussi, je m'étais amusé à le faire, tu vois. Après, tu peux te retrouver avec ce genre de choses, quoi. J'ai imprimé, toi, des morceaux de plans comme ça, avec des portes que tu peux mettre. Alors, je vais les mettre pour que nos amis les voient. Toi, tu les verras pas là. Et maintenant, dans le commerce, par exemple, je pense à WizKids qui fait ça, qui vend des boîtes complètes de dioramas que tu peux assembler pour construire tes propres donjons. Alors, par contre, ça coûte très cher. Au niveau du tarif, ah oui, ça pique, hein. Ça pique, hein. Alors moi, je m'étais amusé. Alors après, je vais te dire, je m'étais amusé à faire aussi, tu vois, des murs. Ouais. Donc les murs. Tu verras ça après, les murs, machin, les murs avec des fenêtres, un tas de trucs. En fait, quand tu as une imprimante 3D, il y a vraiment tout, tu trouves tout sur le net et tu le trouves quasi, voire gratos, parce qu'il y a une communauté en fait d'impression 3D qui est assez développée et qui ne cherche pas à faire de profit, voire à... Voilà, c'est ça, voire à pas très cher. Et tu arrives à faire des trucs très très sympas. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te montrer? Tiens, par exemple, un escalier. Hein. Très joli. Ouais. Donc, alors, par contre, le petit problème de ce genre de choses, c'est que, par exemple, je suis en train d'en mettre un en place. C'est quoi le problème? C'est que ça prend du temps. Ouais. Et si en plus ton décor est évolutif, si tu le fais changer au fur et à mesure de la progression des joueurs. Alors bien sûr, après effectivement, tu te rajoutes des petites figurines. J'adore le Mimic. Ah oui. Voilà, tu te rajoutes des petites figurines. Mais les champignons, les crieurs, ça c'est les crieurs de donjons. Enfin, tu te rajoutes tout un tas de trucs comme ça, c'est sympa, c'est rigolo. Visuellement, c'est super. Sauf que, alors déjà, tu as deux choses. Où tu montes ton diorama, entre guillemets, parce que c'est presque un diorama, au fur et à mesure de l'avancée des joueurs. Dans ce cas-là, ça prend du temps et ça peut éventuellement un peu casser l'action. Ça peut. À moins ou alors l'exercice. Ou alors tu mets tout sur la table, mais dans ce cas-là, tu révèles... Ou alors, après, tu peux le faire avec du brouillard de la guerre en mettant des feuilles de papier sur les trucs, des endroits où... ça commence à demander pas mal d'organisation. Pourquoi? Parce que là, on est dans du physique, et le physique, il faut bien l'installer. Ouais.
Et alors voilà, moi c'est vrai que ce côté-là c'est chouette parce que là tu sais exactement où les personnes dans le combat, où les personnages, où les monstres, les adversaires se placent. C'est vrai que c'est nickel. Après, je trouve qu'on y perd un peu au niveau ambiance. Parce que si tu lances sur les joueurs un monstre que tu as mis allez, 2 minutes à décrire en détail, un monstre, quelque chose de terrible, eh ben, si tu le poses sur la table sous la forme d'une figurine, il paraîtra soudain nettement moins effrayant. Et je veux dire un truc, les figurines sont rarement quand même la représentation exacte que tu voudrais en montrer. En tout cas des personnages, quoi. Ah oui, oui, oui. Les personnages, à moins effectivement d'avoir... alors si, tu as des trucs maintenant, tu sais, c'est quoi? C'est Aeroforge Oui, qui permet de faire des figurines. Alors, ils te vendent ou le fichier pour l'imprimer directement chez toi, ou peuvent te l'imprimer ouais, ouais. chez eux et te l'envoyer. Mm. Mais voilà, bon, en espérant que ton personnage ne crève pas au bout de 10 minutes, sinon tu vas l'avoir mauvaise. Carrément. Alors, pour pallier un peu à tout ça, il y a depuis quelques années, en fait, parce que la technologie est devenue un peu plus abordable, on va dire, tu as dû remarquer, tu as beaucoup de gens qui posent un écran à plat sur une table. Oui, ah ouais, c'est vrai. Ou même qui vont l'intégrer à la table carrément pour le summum, et ils vont projeter leurs cartes. Alors, tu as même des cartes animées. Oui, ouais, avec des effets de vagues pour l'eau, ouais, de feu, Avec, ouais, avec les cases qui sont toujours dessinés, ouais. qui sont dessinées. Bah là, on revient en fait sur un peu le problème, enfin le problème, les contraintes du vidéoprojecteur. Il te faut du matos, quoi. Il te faut du matos, c'est vrai. Et puis, encore une fois, je suis toujours là pour dire les côtés négatifs de la chose, mais c'est que mon avis. Hein. Mais en utilisant ce genre de système, j'ai l'impression d'être dans un board game et plus dans un jeu de rôle. Ou pas. Je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. On fait pas mal de board games à côté, et effectivement. Et t'as des board games maintenant qui sont absolument extraordinaires. Magnifique, ouais. En figurines, en machin, en représentation. Et pourquoi je vais être dans un board game? Alors là, je vais être un peu méchant. Enfin, bon, méchant. Non, pas méchant, mais je vais digresser un peu. Pour moi, c'est un peu les scories du début du jeu de rôle. Parce que le début du jeu de rôle, hein, Donjons et Dragons, c'est un wargame. Ouais, ouais. C'est pas un board game, c'est un wargame man-to-man, comme on peut encore en trouver aujourd'hui. Et donc, il y avait des règles très strictes de déplacement. Oui. Ouais. Comme dans un board game. Comme dans un board game, ouais. Voilà. Et on a toujours, en fait, en tout cas pour Donjon, on a toujours ces règles assez strictes de déplacement. Ton personnage ne peut bouger que de X cases sur un round. L'effet d'un sort, le sort va avoir une portée de 5 cases et va s'étendre sur une sphère de X genoux. Ouais. Et ça, en fait, ça on l'utilise jamais. Alors encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre à ceux qui aiment ça, parce que je le comprends parfaitement. C'est juste que voilà, bon, c'est pas plus que ça ma façon d'aborder le jeu de rôle, mais pourquoi pas, hein. Alors tu remarqueras quand même que toutes ces règles de déplacement, d'air d'effet et compagnie, c'est exactement tout le chapitre qui te complique une règle de jeu. Je l'avais vu sur l'Exocultum. L'Exocultum, tu as pas mal de gens qui n'aiment pas, avec ces histoires de points d'action qui te permettent de te déplacer, etc. etc. Nous, on n'a jamais joué le déplacement et ça marche très très bien. Très bien sans ça, ouais, exactement. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. On va pas trop s'étendre là-dessus. On va arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour sur les figurines, tout ça. Ouais. Alors oui, les écrans. Ah oui, je dirais aussi qu'un écran, quand tu cherches une map, parce que là c'est vraiment une carte qui va être affichée, hein, qui est censée représenter l'environnement de la partie, il y a quand même, enfin je me trompe peut-être, mais alors où tu les fais toi-même pour avoir un truc exact à ce que tu as imaginé.
ou alors, tu t'adaptes, en fait, plutôt t'adaptes ton scénario par rapport aux cartes que tu as. Enfin, je sais Oui, pas. oui, aussi. Et puis, tu risques de tourner sur les mêmes. Hein. Imaginons, je sais pas, tu as une carte de port. Bah, le jour où tes joueurs visitent un autre port, tu vas ressortir ta même carte. Ouais, ouais, oui, 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 quand même, oui, oui, c'est vrai, oui, t'as pas tort, t'as pas tort. C'est un peu le défaut. Par contre, effectivement, question immersion, tu l'as sur la table, tu bouges tes Ouais. figurines, c'est chouette. Euh, il faut éviter que la bière ou le café s'enferme dessus, sinon c'est la catastrophe. En général, Alors autant, ils posent une vitre par-dessus, généralement, ceux qui se bricolent leur superbe table. vaut mieux, vaut mieux effectivement. Sinon, tu as une autre représentation, j'y ai pas pensé. T'as les bouquins, tu sais, les battle maps Oui, en livre avec une spirale pour les ouais, tourner. c'est vrai, c'est vrai. Et ça peut être une alternative, ma foi, que je trouve assez sympa à l'écran lui-même. Ouais, ouais. Et qui rejoint beaucoup de board games hein, qui font ça maintenant. Hein. Ouais. De plus en plus, de plus en plus. Ah bah justement, en fait, on est sur les cartes et les plans physiques, on respecte parfaitement notre plan, tu vois, pour une fois qu'on a un plan. Nous sommes merveilleux. Ouais, bah oui, sinon, t'as les cartes dessinées à la main, hein, ça marche très bien. Oui, c'est vrai aussi. L'ardoise Velleda, tu vois, Ouais. Tu et puis, griffonnes voilà, les contours de la caverne dans lesquels les joueurs pénètrent. Voilà. d'ailleurs, en fait c'est ce qu'on fait quand on joue en théâtre de l'esprit, et quand tu commences à avoir beaucoup de personnages ou quoi, oui, de beaucoup de personnages dans la scène, ça aide à visualiser quand même la chose, quoi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, ça reste en fait du gribouillage. Donc c'est certes, c'est pas joli, mais ça permet aux joueurs de s'imaginer toujours ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de Ah s'imaginer. bah, c'est pas joli, oui, bien sûr, parce qu'en fait, on est vraiment dans le théâtre de l'esprit, là, de toute Ouais, façon. exactement. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce qu'on voulait aborder au niveau des cartes, des Ouais, plans. aussi, je pense. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième partie qui s'appelle Louis. Ah, Et Louis, il y a la musique. Et là, oui. je vais te laisser parler sur la musique parce que tu es quand même le très gros spécialiste de l'affaire. Je Alors, trouvais ça pas. ça, c'est vrai que j'aime bien ça. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, dans la vie de tous les jours, je suis passionné de musique de film. Et quelquefois, je préfère les musiques aux films, même bien souvent d'ailleurs. Et donc, voilà, forcément, tout naturellement, j'ai amené ces bandes originales de films dans mes parties. Dans mes parties. Et ça, franchement, pour moi, c'est presque, au niveau ambiancement, c'est presque l'essentiel. Si je devais en garder un seul, ce serait ce moyen-là d'ambiancer la partie. Hein. Alors, en plus, Oui, ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, en fait, c'est toi qui m'as fait découvrir la musique de film il y a bien longtemps maintenant. Et effectivement, comme tu dis, si tu dois garder quelque chose au niveau de... Enfin, si on devrait en garder qu'un, je suis d'accord avec toi, la musique, l'ambiance, ça, c'est vraiment top. alors avec un petit bémol, c'est sûr qu'il suffit pas de choisir une bande originale et puis de la passer, voilà, la laisser défiler pendant la partie, parce que là forcément vous aurez des moments qui ne conviennent pas du tout à l'action. Si vos personnages se lancent en combat et que vous avez à ce moment-là la petite musique, le thème romantique, là on va sortir carrément de l'ambiance. Alors maintenant, c'est vrai que la technique nous permet vraiment de préparer notre ambiancement. Hein. Il vous suffit en fait de ce que je fais. Hein, je vous dis moi comment je procède. Je vais déjà chercher des morceaux dans les BO hein, qui sont assez facilement trouvables sur YouTube, n'importe où. Je vais chercher non pas des morceaux trop connus, parce que si pendant votre partie de donjon vous lancez le thème de Conan, tout le monde va se dire oh purée, la scène de Conan, donc voilà, il faut vraiment essayer de trouver des morceaux adaptés à l'action. Donc un moment intense pendant les combats, un moment qui va être un peu plus calme, peut-être avec pourquoi pas avec du lutte pendant les scènes de taverne. Enfin, voyez-vous, vous préparez. Ouais, vas-y. Tu peux aussi, en fait, là, je te suis exactement sur ce que tu dis. Ouais. En fait, au niveau bah oui, comme tu dis, hein, tout le monde va penser à Conan si tu mets la bande son de Conan pour ça. Mais tu peux l'utiliser aussi à contre-emploi. Je l'ai fait une fois. J'ai utilisé du Conan à Cthulhu. Ah tiens, intéressant.
Pourquoi? Ouais. Parce que le scénario s'appelle Eternal Lies. C'est un des meilleurs scénars de Cthulhu que je connaisse d'ailleurs. C'est extraordinaire. Et en fait, il y a un moment donné, il y a une scène d'orgie. Et j'aurais passé la musique de l'orgie de Conan. D'accord. Ok. Et même si du coup tu sais tout de suite ce que c'est, Oui. Mine de rien, voilà, on savait où on était, quoi. Et toi, tu peux faire un peu. Effectivement. Mais bon, c'est pas l'utilisation principale, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Puis bien évidemment, si vous jouez à du Star Wars, les joueurs vont s'attendre à ce que vous passiez le thème de la Force, le thème de Vador si l'Empire intervient, évidemment. Si tu les passes pas, ils vont être déçus. Oui, carrément, voilà. Mais on va dire pour des parties plus génériques, voilà, si vous êtes dans Donjons et Dragons, si vous êtes dans un jeu d'Heroic Fantasy, préparez plutôt des choses. Alors pourquoi pas tirer de films d'Heroic Fantasy ou d'autres, hein, du moment que le morceau correspond à votre ambiance. Ou de jeux vidéo, sur les Conan par exemple. Ouais, de jeux vidéo. Effectivement, il y a une magnifique musique pour le Age of Conan qui est presque aussi belle que la BO de Polydorus. Celle-là, en partie, ça fait son effet. Hein. Puis elle est moins connue, donc les joueurs ne sortent pas de l'ambiance. Ah, purée, c'est le moment où il... Hein. D'ailleurs, en fait, toi, tu utilises quoi, du coup, pour comme outil pour diffuser la musique? En fait, tu utilises quoi? Alors, c'est tout simple. J'ai enregistré les morceaux que je voulais sur ma tablette. Je les diffuse avec une petite enceinte Bluetooth tout bêtement. Oui, mais tu n'utilises pas un truc... Non, j'ai pas besoin de ça. Alors, oui, parce que tu as des trucs, hein, tu peux avoir des... Alors, utiliser YouTube, je le déconseille, parce qu'en général, tu as de la pub. Ouais, ça va finir mal. Et ça casse le truc. Ah bah là, c'est fini. T'as Sirenscape, qui est payant, qui permet de faire du bruitage. On viendra sur le bruitage après. Ouais. Mais moi, j'utilise ça. Ça s'appelle Songs and Dragons. En fait, ça te permet, là, tu as des scènes, par exemple, ça c'est le thème de Star Wars, tu mets... Tu vois, là, t'as le thème de Star Wars, donc tu peux l'arrêter, et tu peux mettre des bruitages. Oui, bien pratique. Et ça, c'est gratos. Et donc, tu peux mettre la musique que tu veux dedans. Comme tu fais, mais c'est regroupé par scène. Ouais. Et dans une scène, tu peux mettre plusieurs musiques. Okay. Donc, si tu mets par exemple une scène de combat, tu peux mettre plusieurs musiques de combat pour éviter de repasser toujours la même, éventuellement. Justement. Moi, j'aime bien, en fait, alors pour un jeu donné, trouver le morceau qui va bien au combat. Alors, je peux en avoir 2-3 différents, mais pas plus. Ah non, il n'en faut pas 2 tonnes. Combat. Pourquoi? Parce que si vous avez trouvé le morceau avec un thème qui vous plaît bien, au fil du temps, vos joueurs ils vont associer ce thème-là avec le combat de votre partie. Comme dans un film où le compositeur aurait composé le thème d'action. C'est vrai, ça. Excellente idée, ça. C'est vrai que j'ai pas pensé. Oui, tu as tout à fait raison. Faire que le joueur s'habitue, en fait, et pour lui, ça va lui mettre une image dans la tête immédiatement. C'est ça. Et si vous changez de jeu, surtout, prenez un autre thème d'action avec un autre air. Ça vous permettra ça permettra aux joueurs de se créer un paysage musical pour chaque type de jeu. Alors bien sûr, en conseil, comme tu dis, il faut déjà s'organiser à l'avance. Hein, tu ne vas pas le faire à la dernière, tout ce que tu as déjà évoqué. Au niveau du volume. Ah oui, attention. Sauf dans de rares cas, genre un générique. Oui, voilà. Mais il faut pas que la musique vienne écraser non plus la table. Quoi. Ça, si les joueurs s'entendent plus parler, ça va pas. Ouais, donc il faut quand même faire attention à ça. Et mine de rien, il y a un autre truc en fait que j'avais réfléchi, c'est les droits d'auteur. Parce qu'on s'en fout quand tu joues chez toi, tes droits d'auteur. Mais par exemple, tu vois, je m'en fous. L'actuel play qu'on a fait sur Star Wars. Ouais. Les musiques de Star Wars, que je les mets sur YouTube, par exemple, la vidéo ne peut pas être monétisée. Bien sûr, ouais. Pourquoi? Parce que les musiques ne sont pas libres de droit. Donc, YouTube, dans ce cas-là, tu peux quand même le mettre, mais en fait, tu vas pas faire de...
entre guillemets de pognon, c'est-à-dire que tu vas pas faire 2,30 € hein, quand même avec ta vidéo, enfin en tout cas à mon humble niveau, mais il faut faire ça, à mon avis, attention à ça, parce que peut-être que si t'ambiances en fait de genre, je pensais au maître de jeu professionnel. Mine de rien, utiliser ces musiques-là alors que tu n'en as pas les droits et que quelque part tu vas faire, ça va, il n'y a pas que ça, mais ça va t'aider à faire de l'argent quand même. Tu peux avoir des soucis. Alors si tu le fais chez quelqu'un, machin, etc. Bon, ça reste du cadre du privé, va-t-on dire. Par contre, si tu le fais en public, oui, ça change. Genre, je sais pas, dans une convention, à condition qu'il y ait la partie rémunération. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je sais même pas si les mecs de la convention eux-mêmes, même si tu fais pas de pognon, ne pourraient pas être emmerdés. Oui, c'est possible. Quelque part. Il faut être vigilant, avec les... Donc, c'est mine de rien quelque chose qu'on n'y pense pas, parce que bon, dans le cadre du privé, on s'en fout, il faut être très clair. Mais par contre, dès qu'il y a un peu du public, dès que tu fais un peu d'argent dessus, tu as les droits d'auteur qui rentrent en jeu. Donc, exactement. Alors, il y a des gens qui te vendent des musiques pour le jeu de rôle, en fait. Ouais. Composé exprès, ouais. Tout à fait. C'est ça. Et que tu pourras utiliser après à ta guise. Bon. En tout cas, c'est ça la musique. Et la musique, c'est un gros point. C'est un gros point. Tout à fait. Alors, tout simplement, pour terminer sur le sujet, moi, je vous conseille, une fois que vous avez sélectionné vos morceaux, vous embêtez pas, vous les rebaptisez. Vous savez que c'est combat 1, combat 2, scène de entrée dans une ville, scène de repos, scène de suspense. Et vous leur donnez des petits noms, des petits mots-clés qui vous permettent de les retrouver facilement pour les lancer au moment voulu. Voilà, attends, c'est à l'envers si je fais ça. C'est à l'envers. Je vois que... C'est à l'envers, tu vois rien. Alors, par exemple, tu vois, j'ai renommé des mots, les thèmes de Star Wars, je les ai regroupés, et j'ai pris la marine impériale, tu vois. Alors, tu as plusieurs thèmes sur la marine impériale, par exemple. Tu as plusieurs musiques. Je les ai regroupés sur quand tu es ambiance spatiale ou ambiance cantina, tu vois. Voilà, selon les différentes ambiances. Action, calme, machin, voilà. Et donc oui, et ça te permet aussi de les retrouver rapidement en partie, quoi. C'est ça. Le moment de quiétude quand les joueurs sont près du feu de camp au bord de la forêt, donc là vous avez prévu ce petit morceau-là. Et pour te remontrer... Alors maintenant, on va continuer sur l'ambiance musicale, et là en particulier sur le bruitage. Parce que tu peux rajouter des trucs de bruitage qui peuvent être sympas. Alors par contre, il ne faut pas se noyer parce que ça peut être très vite. Tu vas pas pris à contre-temps. Genre, tu vas pas mettre le bruit du coup de feu s'il a déjà eu lieu, tu vois. Oui. Par contre, au lieu de dire tout d'un coup un coup de feu, tu passes le bruitage du coup de feu. C'est ça. Ouais. Ou alors quelqu'un qui crie dans la nuit, un cri féminin dans la nuit. Alors là, moi, tu vois, j'en ai pas mal en fait de bruitage comme ça. Le truc. Taille. Ouais. Et donc, tu vois, ils sont organisés comme ça, donc je peux les retrouver très rapidement. Je peux même les mélanger à la nuit. Quand t'as l'idée. Si ça t'intéresse, je te la filerai là. Parce qu'en fait, on ne peut plus la trouver en fait sur Android. Elle est plus dans le. Sur Google Play ou. Ouais. Donc c'est un APK que moi j'avais récupéré l'APK avant, je l'ai sauvegardé quelque part. Et c'est vraiment. Alors là, tu vois, c'est un petit dé, mais tu peux rajouter une image si tu as envie. Ok. Donc, mais bon, ça c'est du gadget. Toujours sympathique. Alors, le bruitage, effectivement, donc, oui, tu allais produire simplement taper dans ta main, tu vois, à un moment donné. Tu passes derrière quelqu'un, paf. Ça peut surprendre, ouais. Voilà. Alors après, tu peux avoir des sons d'ambiance, la pluie, le vent, l'orage, les chasseurs de taille, le Nostromo qui va exploser, etc. Et ça rajoute à la musique cette dimension de bruitage que je trouve aussi assez sympa. Ça peut aussi
quand c'est un bruit un peu désagréable, ça peut être aussi agaçant pour les joueurs. Mais en même temps, ça peut servir. Voilà. On parlait de l'alarme tout à l'heure à Alien. Typique, c'est agaçant, mais quelque part, ça sert l'ambiance, ça sert l'attention qui monte chez les joueurs. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit tu peux pas arrêter ça. Je dis ah non. Ah non. Ah non. 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 Ouais. Eh oui, c'est agaçant, mais oui, mais la situation est stressante, donc ça. À moins que tu trouves un moyen pour arrêter l'alarme. Alors, que ça soit bruitage ou musique d'ambiance, ça dépend vraiment aussi de l'endroit où tu te trouves. Mmh. Dans une convention, c'est impossible. Ah oui, non, ça c'est. Il y a trop de bruit. Bien sûr. Ouais. Donc, ça dépend effectivement de l'ambiance extérieure de la partie. Oui. Ouais. Si le mec du bar te loue un petit coin, tu vas peut-être pas lui foutre l'alarme de Star Wars pendant 25 minutes, il va finir par gueuler, je pense. Ni la marche impériale à fond les gamelles. Pareil. Oui. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est des trucs, c'est vraiment des trucs qui augmentent l'immersion en fait au sein d'une même partie, et ça c'est chouette. Les portes qui grincent, les épées qui s'entrechoquent pendant les combats, ouais, donc tout ça, c'est cool. Alors, maintenant, on va parler de l'odorat. Ah. Alors l'odorat, tu peux avoir du truc con, hein. Tu peux quand même arriver à faire des simplement un non-son. Oui, ouais, pourquoi pas. Tu te retrouves, je sais pas, dans un monastère, par exemple, ou je ne sais quoi, une église, un machin, pourquoi pas. Ça peut marcher. Alors ce qu'il faut faire gaffe, c'est par contre que ce soit pas trop entêtant. Oui, que tu rendes pas tes joueurs malades. Mais tu peux avoir effectivement, après tu sais, ils te font pas mal de diffuseurs d'odeurs aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a un Kickstarter que j'avais souligné qui sort là, ou qui est en cours de financement, qui est là pour te faire un odorama. Alors par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est. La laine de troll. Pourquoi c'est disponible dans... Je crois que oui. Bon, comme on disait tout à l'heure, ne pas rendre des joueurs malades. Alors, on va passer un peu rapidement là-dessus. Alors, tu peux avoir, t'as les bougies parfumées, t'as les huiles essentielles, t'as un peu de tout. Pendant les attaques de profond, tu peux sortir ton vieux poisson pané. Oui, tout à fait. Tu l'as laissé au soleil pendant 2-3 jours. C'est ça. Bon, voilà. Donc à utiliser avec modération. Je dois bien avouer qu'on n'a jamais fait l'expérience de cette chose. Mais pourquoi pas. Il y a une expérience comme ça au cinéma qui est tentée il y a quelques... L'odorama ? Non, ouais, l'odorama. Où les spectateurs allaient dans la salle de ciné avec des petites pastilles à gratter. Qui était indiqué à l'écran, donc ça n'a pas marché, ça. Non, ça n'a pas marché, ils n'ont pas fait ça longtemps. Donc, si ça n'a pas marché, j'ai quand même un doute du truc. Quoi. Mais c'est vrai que l'odorama au cinoche, oui, ça existait. C'est vrai qu'il y avait des trucs à gratter. Oui, non, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas duré. Car on parlait tout à l'heure, voilà, on y vient. Tu disais quand on pose des objets sur la table, en fait, tu as les joueurs qui vont finir par les manipuler. Ouais. Et quelque part, là, tu as la notion du toucher. Quoi. Effectivement, appareil photo. Alors, je sais pas pourquoi je suis con. Je viens d'avoir la scène dans MASH avec l'hélicoptère. Ceci, il y a une âme d'hélicoptère, en général. Je sais pas si tu te rappelles. Qui était derrière pendant toute la scène, il est en train de regarder l'hélico. Mais je sais bien que c'est un hélicoptère, abruti. Bon, bref, c'était une... Tiens, on parlait de l'odeur. Bah si, tu peux, par exemple, les bougies. T'as quand même l'odeur des bougies, mine de rien. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, en fait, c'est pas... T'as l'odeur de la télé, t'as l'odeur de la cire, si elle a un peu partout. Tu vas mettre ça, tu peux avoir tes joueurs qui vont qui vont le feuilleter. Et comme tu dis, donc là, tu peux avoir le toucher. C'est justement ce que moi, j'aime beaucoup faire. C'est ce qu'on appelle au cinéma les props.
et refaire un parchemin. Parce qu'en général, les aides de jeu dans les scénarios du commerce, je les ai trop. Et, et peu importe l'éditeur, peu importe, je les ai toujours trouvés assez décevants, en fait. Oh, tu te souviens des aides de jeu, des scénarios de James Bond qui étaient Ouais, en fait, tu avais des photos, tu avais des documents. alors c'était les premiers. Oui, mm, Bah, d'ailleurs, en fait, attends, on cherche un. tu les as là, ouais. Parce que là, on avait carrément tout ce voilà, tous les documents qui étaient nécessaires à l'enquête, que tu pouvais trouver au fil de l'aventure, qui étaient disponibles dans le scénar et que le maître de jeu pouvait distribuer au fil de la partie à ses joueurs. Et bon, c'est vrai que c'était les premiers qu'on voyait, hein. On n'avait pas l'habitude de ça à l'époque, hein, c'était pendant les années 80-90. Et moi, j'ai des souvenirs émouvants de ces trucs-là. Me revoilà. Ouais. Goldfinger. Et dedans, tu avais je vais le mettre là pour que les gens puissent le voir après. Et dedans, tu avais ce truc qui, à l'époque, m'a toujours fait rêver. C'est ça. C'est la fameuse enveloppe. Ah oui. Et dans cette enveloppe, je trouvais un des premiers jeux, en fait, où tu as des aides de jeu comme ça. Ouais. Enfin, en tout cas, et tu avais. Alors, là, par exemple, tu avais ça. Voilà, des courriers. Ouais, tu avais ça. Des rapports. Bon, ça, c'était moins beau. Hein, oui, il faut le dire. C'est pas... ouais, tu avais des courriers aussi des personnages. Ouais, j'ai peut-être. Pourquoi je l'ai plus dans l'enveloppe oui, là. Parce que je sais simplement posé, hein, c'est possible. Hein. Je crois que j'en ai un autre sur. J'avais les photos des personnages aussi. Mais je sais plus. Donc, mais voilà, tu avais les premiers. La chambre des mines de Johann Exbourg qui écrit à Monsieur Goldfinger. Quoi, donc, voilà. Et ce genre de choses, effectivement. Alors, comme tu dis, ça. Mais. Pas, maintenant, en fait, avec. Parce qu'il faut quand même rappeler que, vu qu'on est quand même des vieux dinosaures à l'époque, on n'avait pas d'imprimante. Et non. Ça coûtait une fortune, l'imprimante. C'était une fortune. Il n'y avait pas Internet non plus, non. Non, donc tu n'avais pas tous les moyens maintenant d'aller chercher des aides de jeu pour les trouver, pour les. Ouais, c'était vraiment la préhistoire. Hein. Maintenant, tu peux faire un tas de trucs beaucoup plus facilement quoi, que ce qu'on pouvait faire à l'époque. Hein. Donc, tu avais quand même tout ce. Et cette notion de. Mais justement, je trouve que les aides justement, je les trouve que celles de maintenant sont restées un peu de celles de l'époque. Ah oui. T'as un truc en papier glacé, machin, une lettre, ok, c'est sympa. T'en as pas un seul, question de coût, hein, qui va te le faire sur un parchemin, par exemple, ce genre de choses. Oui. Alors, après, moi, tu peux maintenant, tu te fabriques ton vieux papier, quoi, par exemple. Hein. Du moment que tu as une imprimante, maintenant, tu peux faire un tas de trucs. Quoi. Et justement, cette notion de toucher un parchemin, n'importe quoi, des pièces de monnaie, pourquoi pas. Oui, aussi, ouais. Sonnante et trébuchante, ça le fait. Ouais. Donc tout ça, ça le fait aussi. Donc en fait, ça aide aussi pas mal à l'immersion. Et comme tu dis, et là, du coup, on est dans le toucher, quoi, hein, parce que les joueurs vont les manipuler. Quoi. Donc effectivement, après, les techniques justement de fabrication, hein, le papier vieilli, il y a des cires à cacheter aussi. Ah oui, ça c'est bien ça. Alors, par contre, les cires à cacheter, j'ai jamais trouvé vraiment de. Comment ça s'appelle Le poinçon. Ouais, enfin le cachet. Ouais, le cachet, tout simplement. Ça va être le cachet. Qui est. Alors, t'en as beaucoup avec des fleurs, tu vois, des trucs comme ça. Bon, voilà. Mais sur une lettre, effectivement, un cachet, ça, tu l'as déjà utilisé aussi, ça a de la gueule. Hein, donc, les impressions 3D, ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, ça c'est à condition que tu les peignes derrière, parce que sinon c'est moche, un truc en plastique, ça va pas être très beau. Et là, tu as l'immersion tactile immédiate. Et moi, je trouve que c'est aussi comment dire,
un, En plus, ouais. un axe intéressant. Je suis d'accord. Puis c'est vrai que c'est sympa quand tu t'as préparé en fait voilà par exemple des différents courriers qui sont des indices et quand tu vois tes joueurs qui les lisent une fois puis qui une heure plus tard s'y replongent parce qu'ils se disent tiens j'ai sans doute loupé quelque chose voilà, ouais. Quand j'avais maîtrisé les masques Nyarlathotep, je lui avais refait tout le carnet qu'il trouvait au début, le machin, il est épais comme ça. Hein. Mais putain, tu veux pas qu'on lise tout? Alors, tu peux avoir justement le petit truc où c'est trop long à lire. Aussi. Non, tu peux avoir, ce que je veux dire par là, j'ai déjà été joueur sur un truc où on me donne par exemple le testament d'un ancêtre et il y a 10 pages à lire. Ah oui, quand même, ouais. Et bah, c'est trop long. Oui, j'imagine. Ouais. Donc, quelque part, si tu veux un truc assez gros, tu le remplaces de blablabla, blablabla, en mettant certaines phrases en texte. Oui. Comme ça, tu as à la fois en fait le fait que ça soit pas qu'une feuille de papier, hein, et qu'on se perde pas pendant des heures à lire le truc, quoi. Ouais. Éventuellement. Bonne idée, ça, ouais. Ouais, bah écoute, tu vois autre chose, toi, sur ce sujet, là, à ce niveau-là? Non, c'est vrai que là, on a... Non. Je pense qu'on n'est pas sur ce point-là. Alors, pour terminer, terminer sur le goût. Alors, le goût, parce que alors ça se fait pas tout le temps, mais j'ai déjà vu en fait des gens, et ça peut être sympa, genre le final d'une campagne. Oui. Tu as passé des années sur une campagne, et tu veux que le final soit un peu hors norme, on va dire. Spécial, oui. Et tu as des gens qui vont chercher en fonction du scénario qu'ils ont pu faire, en fait, de cuisiner des plats, tu vois, un peu un peu en rapport. Excellente idée, ouais. C'est une excellente idée. Et bon, tu vas pas le faire à chaque fois, hein, on est bien d'accord. Bon, tu peux, je sais pas, hein, bon, mettons que tu joues aux États-Unis, tu peux ramener de la bière Cannes si tu veux, par exemple. Mais tu vois des plats en rapport avec le lieu où ça se passe, avec l'époque où ça se passe. T'as des gens, ils vont faire des recherches et ils vont te présenter ça au final, en fait, d'une campagne, hein, un buffet adapté à la campagne. Et quelque part, je trouve ça assez sympa, moi. Le repas d'Indiana Jones et le Temple maudit, par exemple. Ouais, ça va être compliqué de trouver les crânes de singe. Et les yeux qui flottent dans la soupe aussi. Oui, ou les anguilles aussi, c'est sympa. C'est bien. Mais il y en a qui te font ça avec en friandise, par exemple. Oui, ouais, c'est vrai. Genre les yeux, ça peut être des bonbons. Quoi, tu vois. Il y en a, ça existe. Ça existe. Pour Halloween, en fait, tu peux trouver ce genre de choses. Ouais. Donc tu peux trouver ce genre de choses, c'est pas complètement déconnant, quoi. Voilà, donc sur le goût, je vais pas aller plus loin, quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Donc, on a fait tous les sens. Donc, je trouve qu'on a fait à peu près tout le tour de notre. On va pas parler du sixième sens, hein, parce que. Non, ça c'est autre chose. Ça, puis c'est un peu plus chiant à mettre en place. C'est ça. Et il faut trouver un médium. C'est pas, on ne trouve pas partout. Non, c'est vrai. Puis en plus, alors, on peut trouver un prêtre exorciste éventuellement. Ah oui, ça c'est encore possible. Il y en a toujours, hein. Il y en a dans tous les diocèses d'ailleurs, hein, faut le savoir. Exactement. Donc voilà, bon après il faut le convaincre qu'ils viennent. Voilà, et écoute, on va faire une petite conclusion, un petit résumé de tout ça. Donc en fait déjà on voulait vous parler de ça, pourquoi? Pour vous montrer les différentes possibilités pour amener une ambiance supplémentaire à votre table. Pour agrémenter votre ambiance. Nous, je sais que nous, ce qu'on aime vraiment beaucoup, et je pense que vous l'avez ressenti dans les différents thèmes abordés, c'est effectivement tout ce qui est musique bruitage. Musique, en l'occurrence, assez essentielle. Ouais, pour ma part, si je dois en garder qu'un, ce sera celui-là. Moi, ce serait peut-être, en réfléchissant après, ce serait peut-être
tous les aides de jeu de fabriquer. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que les aides de jeu à fabriquer, ben, c'est pas toujours si simple que ça. Il y a des époques qui s'y prêtent plus que d'autres, quoi. Les années 20, c'est génial. Tu peux faire, je sais pas, le sceptre de Toutankhamon si tu as envie, ce genre de choses. Photos en noir et blanc, ce genre de choses. Voilà. Les trucs futuristes, c'est plus chiant. Donc, mais je pense que tout ça, ça amène quand même énormément ça ramène un gros plus, en fait, autour d'une table. Ah oui, j'en suis persuadé, oui. Pour l'avoir vécu, oui. Alors bon, tout utiliser, ça demande énormément de préparation, en fait, en amont, par le matin. Donc on ne peut pas l'utiliser tout le temps, ce genre de choses. Concentrez-vous sur votre scénario, mais quand même le principal. Et puis voilà, s'il vous reste du temps, piochez dans ce que vous pouvez faire. Et puis voilà. Mais en tout cas, nous, en tout cas, c'est qu'on vous encourage au moins à le tester si vous ne l'avez jamais testé. Et puis, bon, je pense qu'on pourra dire qu'on a fait à peu près le tour de notre petite présentation, parce que mine de rien, ça fait quand même 1 heure qu'on blablate. Ah oui, quand même, d'accord. On ne voit pas le temps passer, c'est cool. Donc voilà. Voilà, en fait, c'était nos petites impressions sur comment ambiancer une table de jeu de rôle. Si vous en avez d'autres, on en a peut-être oublié, vous avez peut-être d'autres techniques, ou vous pouvez aussi nous dire qu'il y a certains trucs qui sont complètement inutiles. Et nous dire ce que vous préférez, vous. Tout à fait. Ce qui vous semble utile ou pas. Oui, voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis en fait pendant cette heure de gros blabla. Et puis, on vous souhaite de bien vous porter, de faire de bons jeux, de bonnes parties, de belles tables. Voilà. Et puis, à bientôt tout le monde. Et on vous souhaite des critiques sur tous vos jets. Tout à fait, tout à fait. Allez, bye, à bientôt. Bye. Ciao Denis. Salut Fred.